Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 29 mars 2021. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes reposés pour attaquer cette nouvelle semaine. Alors, on va tout d'abord faire un point sur le contexte de marché en ce lundi. Alors, tout d'abord, on a eu des indices en Asie qui ont évolué en ordre dispersé. Alors, le Nikkei a gagné 0,5%, en Australie, le S&P ASX 200 a perdu 0,3%, le Kospi coréen s'est replié de 0,2% et les indices chinois ont gagné du terrain. Alors quel est le contexte général? Alors on retrouve des points que l'on a connus en fin de semaine dernière, d'autres points que l'on connaît depuis plusieurs semaines déjà. Tout d'abord, nous avons cette pandémie qui sévit en Europe. On a également les craintes d'une hausse de l'inflation, mais aussi depuis le milieu de semaine dernière, le blocage par le porte-conteneur du canal de Suez. Alors ce porte-conteneur, l'Ever Given, vient d'être remis à flot. Il est en cours de sécurisation en ce moment même. Alors cela a entraîné donc un repli des cours du pétrole. À noter tout de même que le trafic n'a pas repris. Il pourrait reprendre en cours de journée. Ça permettrait au commerce international de reprendre, hein. Il y a une grosse congestion sur la zone. Alors, concernant l'inflation, on se souvient que Jérôme Powell avait minimisé les risques et il avait affirmé la volonté de la Réserve fédérale américaine à rester accommodante. Mais si la pression inflationniste se matérialise, la Fed serait contrainte de resserrer sa politique monétaire. On a d'un autre côté également cette volonté qui a été notamment affichée par Joe Biden d'accélérer la vaccination aux États-Unis. Cela renforce les perspectives d'une forte reprise économique. Alors ça se reflète notamment sur les taux longs. On a pas mal abordé les taux longs, notamment le 10 ans américain. Donc ça c'est le contexte général. Il y a un autre facteur plus ou moins négatif qui vient s'ajouter, c'est le ton qui monte entre Pékin et Washington. Alors Joe Biden a affirmé tout d'abord son intention d'investir massivement pour que les États-Unis gardent leur place de première superpuissance mondiale. Alors Joe Biden aurait insisté auprès de Xi Jinping sur le fait qu'il ne cherchait pas la confrontation, mais que la Chine se doit de respecter le droit international. Alors de son côté, Pékin a répliqué en annonçant de nouvelles sanctions contre le Canada et les États-Unis, hein. Pékin qui réplique face aux sanctions du monde occidental contre la Chine. Et c'était notamment en réponse. Alors, ces sanctions, c'était concernant la violation des droits de l'homme au Xinjiang. Donc, un ton qui monte entre Washington et Pékin. Joe Biden déterminé à maintenir les États-Unis en tant que première superpuissance mondiale, d'où cette envie d'investir massivement. Alors, pour en revenir à vendredi. Vendredi, nous avions abordé, d'ailleurs, c'était le deuxième vendredi que l'on abordait des effets calendaires. On avait abordé les quatre sorcières. C'était le troisième vendredi du mois de mars. Et donc ce vendredi-là, celui qui est passé, nous avons abordé un autre effet calendaire, c'était justement cette rotation de fin de trimestre. On avait également l'abandon du SLR et donc l'obligation d'avoir des réserves supplémentaires si on ne se débarrassait pas de certains actifs. Alors il y a eu une liquidation du fonds spéculatif Archegos Capital qui aurait été à l'origine de fortes variations de certaines actions américaines vendredi dernier. Donc justement, c'est dû à cet effet calendaire et ce fonds aurait été contraint de se défaire d'une position pour une valeur totale de 80 milliards de dollars. Et nous avons Nomura, importante holding financière japonaise, qui a déclaré que son unité de courtage de premier ordre pourrait subir des pertes de plus de 2 milliards de dollars. Alors voilà donc les conséquences justement de cet effet calendaire. On a pu le voir vendredi. Je vous rappelle qu'il y a un règlement en T plus 2. Et donc voilà pourquoi c'était des séances cruciales. Alors voilà pour le contexte de marché, les différents catalyseurs, mais également cet effet calendaire. On va s'intéresser à présent au calendrier économique qui est vraiment dégarni aujourd'hui. Mais cette séance sera importante en termes de publication. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qu'il va falloir retenir, c'est que le plus important sera la fin de semaine, pardon. Alors, en fin de semaine, on aura la réunion des pays membres de l'OPEP, hein, ce sera jeudi. On aura également à 16 heures jeudi l'ISM,
Le voici donc, l'ISM manufacturier pour le mois de mars, ce sera une donnée très importante et on prendra connaissance vendredi, comme chaque premier vendredi du mois, on prendra connaissance du rapport NFP, les emplois non agricoles pour le mois de mars. Donc voilà pour cette semaine. Donc on saura, le calendrier économique prendra la main principalement en fin de semaine. Pour le moment, c'est le contexte qui va compter aujourd'hui notamment et donc tous les éléments que nous venons de citer. Alors on va passer sans plus tarder sur le compartiment des indices. Lorsque je vais parler du forex, alors, je tiens à remercier Patrick, hein, qui m'a montré une astuce pour appliquer à tous les graphiques. Vous savez, on en avait parlé, il faut retirer, les bougies du week-end, pour avoir un graphique vraiment, efficace, notamment avec Ishimoku, mais même avec les moyennes mobiles et donc Patrick m'a montré comment le faire, justement. Alors c'est plus ou moins caché, je ne l'avais pas vu. On va en parler lorsqu'on va passer sur le marché des changes. Tout d'abord, le Nikkei. Un Nikkei qui a rebondi, hein, sur cette zone de support, c'était sa projection V. Alors, rebond en direction du nuage, on voit que le nuage, on n'est pas passé par le twist, le nuage a endigué cette hausse, hein, et donc on est aux alentours des 29 150 points pour le Nikkei. Donc voici le Nikkei en données H4, en données journalières, on tente de se retirer du nuage, mais on fait face à notre Kijun. Le DAX qui est allé marquer un nouveau record historique vendredi, belle impulsion ici, on est allé surpasser les 161, le retracement externe de Fibonacci à 161,8%. On est en baisse. Aujourd'hui, on tente de se ressaisir, hein. On a effectué un pullback ici en direction de cette projection E. Alors vous le voyez, cette projection E, hein, je vous le rappelle, c'est ce qui nous avait permis de sortir de ce petit drapeau, projection E à 14 740 points. Et donc pullback, on repart à la hausse, on tente de sauvegarder la Tenkan. Qu'en est-il en données H1? Voilà, donc les données H1 ici, on est au-dessus on est pile poil sur la Tenkan, on a testé la Kijun. Alors pour le moment, alors très difficile, hein, honnêtement, d'avoir un réel sentiment face déjà à un calendrier économique dégarni, mais on pourrait réussir à progresser tout de même, à aller marquer de nouveaux records, hein, sur le DAX. On va très rapidement s'intéresser au scalping, je vois que vous êtes plusieurs à vous y intéresser. On le voit en 15 minutes, on est dans le nuage, on a tenté une sortie, on a réintégré immédiatement ce que l'on a fait tout simplement, on va le voir ici, on a comblé ce gap. Donc très rapidement, hein, c'était très précis, même comblement du gap, et on réintègre le nuage. À l'équilibre en 15 minutes, qu'en est-il en 5 minutes ici? Sortie de nuage par le haut, on a eu la validation lorsqu'on est passé au-dessus de ce palier de SSB, et voilà, donc c'était ce fameux comblement de gap. Qu'en est-il en 1 minute? Alors en 1 minute, on est passé sous le nuage, pas de validation de signal pour le moment. Est-ce qu'on va réussir à se ressaisir pour aller chercher la Kijun à 14 815 points? En cas de sortie de la Chikuspan par le bas de nuage, attention, on pourrait approfondir la baisse. Ce que nous donne le 1 minute, c'est du 14 758 points si on parvient à passer sous les 14 780. Donc voilà comment utiliser, comment scalper concrètement avec 15 minutes, 5 minutes et 1 minute. On retire le plus d'informations, bien entendu, sur le 15 minutes, hein. Pour le moment, on est à l'équilibre dans le nuage et donc on voit plus ou moins, hein, qu'il n'y a pas grand-chose à faire. On le voit sur le 1 minute. Il faut attendre ici, voir si l'on a un refus et donc un franchissement de la Kijun par le haut ou une Chikuspan qui effectivement accepte de se désengager du nuage par le bas. Ce qui est très intéressant par contre sur le 1 minute, et je vais insister là-dessus, c'est ce que je faisais moi-même au début lorsque j'avais débuté avec ce système Ishimoku. J'utilisais le 1 minute pour voir l'évolution de la Chikuspan en temps réel. C'est très difficile de voir en journalier, par exemple, hein. On ne va pas rester derrière son graphique toute la journée. Le 1 minute nous permet de réaliser cette interaction, par exemple, cette difficulté qu'a la Chikuspan à intégrer le nuage, parce qu'elle pourrait se retirer dans les secondes à venir. Voilà, elle se retire, elle a du mal à affronter ce haut de nuage. Et donc, c'est dans ce sens-là, même pour une personne qui trade en journalier, c'est très bien de regarder les graphiques en 1 minute, notamment lorsque l'on débute dans Ishimoku. Là, on le voit effectivement, cette formation de mèche inférieure est due à une Chikuspan qui a du mal.
Et voilà, on passe à la nouvelle bougie à présent et la Chikuspan se redresse. Elle tente à nouveau d'intégrer le nuage et il y a de réelles difficultés pour le moment. Et ça, c'est très intéressant de le voir en temps réel, en une minute, de voir les interactions des cours avec les différents éléments. Alors cette fois-ci, alors on le voit, la voici, elle sort à présent par le haut et cela nous crée cette bougie verte qui va vers la Tenkan. Et c'est ce qui vous permet de forger ce raisonnement. C'est le 1 minute. Et ça, c'est un conseil que je n'ai jamais donné, car là, on n'a jamais regardé le 1 minute, mais effectivement, j'en ai peut-être parlé lors de formations dans les bureaux XTB pour nos clients, mais c'est très important au début. Et là, vous voyez, comme on va presque céder, on comprend que si on sort par le bas du nuage, on pourra accélérer, mais on pourra avoir la formation d'une mèche inférieure si la Chikuspan parvenait à se redresser. Pour le moment, on accélère, on a un gros niveau à 14 778 points. Donc c'est intéressant de le voir, de voir cette interaction en temps réel de la Chikuspan avec tous les éléments qui l'entourent, que ce soit le nuage, la Tenkan ou la Kijun. Et là, si on sort par le bas, on pourrait accélérer. Il faudrait une clôture en 1 minute ici. Et c'est comme ça que l'on va intervenir justement en scalping. On va attendre clôture de la bougie très rapidement. Est-ce que la Chikuspan valide? Et on va entrer en position et on va aller chercher le prochain palier, un palier de Kijun ou un palier de SSV à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner sur le 1 minute, hein, c'est pour continuer dans la foulée de cette parenthèse scalping que l'on a débuté vendredi. Donc, malheureusement, ce n'est pas en direct. Donc, euh, à la publication de ce Good Morning Market, on sera bien loin en 1 minute de cette configuration. On sera 30 bougies plus loin, voire 40 bougies plus loin. Et là, on est en train de sortir par le bas avec une Chikuspan qui se désengage. Si on clôture ici et que la Chikuspan a le champ libre, on pourrait se replier davantage. On pourrait avoir un pullback de la Chikuspan par la suite en direction des 15 782, mais en tout cas, le signal serait validé. Et là, on le voit, elle est en train de temporiser sur le bas de son nuage. On passe sur le Nasdaq en données journalières. Moment crucial pour le Nasdaq, on le comprend. On le voit avec cette Chikuspan qui est sur la mèche, sur cette mèche inférieure. En journalier, vous le voyez, on a beaucoup plus de temps. C'est un rythme. C'est pour ça que se forger une certaine expérience en 1 minute, c'est très bien. Et après, appliquer tout cela en journalier, c'est encore mieux parce que du coup, on arrive à avoir un temps d'avance. Si on débute en Ishimoku et qu'on va trader directement en 1 minute, ça va trop vite. Les mécanismes dans notre tête ne sont pas encore complètement en place. Et donc, prendre de l'expérience sur du 1 minute avec de l'observation en éduquant son œil, c'est très important d'éduquer son œil. En analyse technique, il faut le faire, il faut éduquer son œil, même pour les figures chartistes. Au début, on ne les voit pas, les figures chartistes. On ne voit pas d'épaule, tête-épaule. Il nous faut du temps. Il faut vraiment qu'elles soient parfaites. On ne voit pas les doubles tops. On ne voit absolument rien. Il y a même un moment où on en voit trop. Et avec l'expérience, à force d'éduquer son œil, on commence à avoir une réelle perception du chartisme. Ishimoku, c'est la même chose. Pour les figures chartistes, comment on éduque son œil? C'est ce que l'on faisait, je me souviens, pendant mes premiers cours d'analyse technique lorsque j'étais étudiant. On allait chercher dans le passé, dans les historiques de cours. On devait relever toutes les figures chartistes sur 10 ans. On scrollait sur du journalier, sur plusieurs entreprises du CAC 40. Et cela nous a permis petit à petit d'éduquer notre œil, même si au début on ne comprenait pas trop le but de cet exercice. C'était assez lent, assez compliqué, alors que nous on voulait une formule clé en main, si je puis dire. On voulait que notre prof nous donne des signaux de retournement, quand vendre, quand acheter. C'est ce qu'on s'attendait à cela au début de nos cours en analyse technique. Alors à la place de cela, on nous a chargé de trouver des figures chartistes dans les historiques de cours, ce qui nous a ennuyé au début. Après, on y a pris goût. Et effectivement, à la fin de cet exercice, qui avait duré plusieurs semaines, c'était sur plusieurs actions, on avait éduqué notre œil et donc on décelait ces figures chartistes avant même qu'une figure ne soit finalisée. On arrivait à mettre en place ce que j'appelle des hypothèses chartistes. On se disait, voilà, bah là, il y a eu la formation d'une épaule gauche, une tête, peut-être une épaule droite très bientôt, voilà la ligne de coup. On arrivait à anticiper d'éventuelles formations chartistes. Et donc, cela confirme le fait que éduquer son œil en analyse technique, c'est vraiment crucial. C'est très important et c'est ce qui permet justement de détecter, déceler
les bonnes formations, que ce soit avec Ishimoku ou avec le chartisme. Voilà pour cette parenthèse, hein. Finalement, on a parlé d'éducation de l'œil. Je ne m'y attendais pas, mais c'est très bien que j'y ai pensé parce que c'est en voyant le 1 minute et on revient sur le 1 minute, voilà, validation de signal, accélération baissière. Et donc, éduquer son œil, ça passe par le 1 minute sur Ishimoku. Concernant les figures chartistes, du journalier, c'est très bien, en passant les historiques, en allant voir le passé sur les 10 dernières années, par exemple, et ça nous permet de voir, voilà, là, il y a eu une épaule tête épaule, on est allé à l'objectif théorique, et ainsi de suite, 4 fois de suite, épaule tête épaule, on va à l'objectif théorique. Ah, cette fois-ci, épaule tête épaule, ça n'a pas été invalidé. À partir de quand? À partir du moment où on a franchi la ligne de coup à la hausse. Donc ça nous permet de savoir la force, de connaître, de savoir à peu près combien de fois les figures chartistes arrivent à l'objectif et qu'effectivement, des fois, ça n'est pas le cas et quels sont les seuils d'invalidation. Alors, on termine cette parenthèse là-dessus. On passe à présent sur le Nasdaq. On le voit, moment crucial. On teste la borne inférieure, on teste la mèche inférieure de cette bougie. On est dans le rouge, en dessous des 12 900 points, sous la Tenkan. Petit range en journalier avec borne supérieure Tenkan, borne inférieure Kijun. Données intraday, données H4. On s'en souvient de cette configuration, elle tient toujours, hein. On le voit, ce range ici sur le Nasdaq. On est sous le nuage. Comme toujours, ce qu'il faudra avant d'envisager des perspectives haussières, c'est un franchissement de cette moyenne mobile simple à 200 périodes qui nécessiterait un franchissement de nuage. En revanche, si on venait à casser, et cette fois-ci peut-être pour de bon, les 12 700 points, on approfondit la baisse et on va jusqu'où? C'est très simple, hein, on va jusqu'au récent creux. Il ne faut pas négliger la force des récents creux et des récents sommets, hein. C'est le premier objectif que l'on doit avoir lorsque l'on n'a pas d'élément Ishimoku, parce qu'ici, en l'occurrence, il n'y a pas de réel palier. Il y a un petit palier à ce niveau-là, mais effectivement, une cassure de ce niveau serait un signal fort, parce qu'on l'a testé à plusieurs reprises. C'est un niveau qui a tenu bon, hein. Ici, on a un test, un second, un troisième, un quatrième, un cinquième. 5 tests sans cassure, hein. La seule cassure était le 4 mars pour aller chercher notre prochain objectif si on venait casser à nouveau. En données H1, ça vient tempérer nos attentes baissières. On est sur le nuage, on est sur la SSB. Alors on commence par le présent, hein, 12 880 points. Ça tient bon. En renfort, on a un palier de Kijun, 12 832. Ça pourrait tenir si on venait intégrer le nuage. On s'intéresse à présent au passé. On était sur le présent, le passé. Que se passe-t-il? On a une Chikuspan qui va rencontrer un obstacle, et pas n'importe lequel, c'est notre nuage. Donc il pourrait y avoir une certaine difficulté à aller plus haut à ce niveau-là, car il faudrait une intégration du nuage pour espérer une hausse des cours dans les prochaines heures, et il y aura une résistance de taille à ce niveau-là, ce seront les 12 960 points. C'est le moment où la Chikuspan va essayer de sortir du nuage par le haut. Si elle le fait, c'est un signal d'achat, car c'est un signal d'achat validé, car on a eu un premier signal qui nous a été donné ici, sortie de nuage par le haut, avec une belle bougie verte. Par la suite, on se replie, pullback sur le nuage, et là, si on arrive à sortir par le haut du nuage, si la Chikuspan arrive à sortir par le haut du nuage, c'est simplement la validation de ce signal d'achat. Mais donc prudence, hein, dans dans la prochaine heure ou les prochaines 4 heures, ça pourrait être compliqué à ce niveau-là pour la Chikuspan pour franchir le nuage. Et vous l'aurez compris, hein, si le signal est validé, on a un beau palier de Kijun ici, au-dessus du seuil psychologique des 13 000 points. Donc ça nous permettrait concrètement de nous hisser au-dessus des 13 000, aux alentours des 13 075 points. En revanche, si on refuse, si on part à la baisse ici, il faudra attendre la sortie du nuage par le bas pour envisager un retour vers les précédents creux. S&P 500, belle hausse vendredi, en retrait aujourd'hui, en pullback sur notre précédente zone de résistance qui est à présent un support. C'est ce que l'on appelle une inversion de polarité, pardon. C'était une résistance, on le voit ici, ça devient un support à l'heure actuelle. Changement de polarité. Est-ce que ce support va tenir? Pour le moment, c'est le cas. Que nous disent les données intraday? On commence par les données H4. Ici, on tient bon sur Tenkan. On a un nuage en renfort. Alors, on a peut-être même une belle projection d'Osoda. Le S&P 500 pourrait continuer. Ça nous arrange. On a marqué un sommet.
On part marquer un creux qui correspond à la SSB. C'est un point V de toute évidence. On va le mettre en vert étant donné qu'il est haussier. Et ça nous hisserait au-dessus des 4000 points. Donc c'est tout l'enjeu concernant le S&P 500. L'enjeu est d'aller chercher les 4000 points si on parvient à se maintenir au-dessus du nuage. Si on franchit le nuage pour aller chercher la Kijun qui est à 3900 points, ça invalide cette vague car on passe sous les 3930. 3930, c'est notre point C. Voilà pour les données H4, on passe en H1. Est-ce que ça va nous donner plus d'informations? Ça, c'est 30 minutes. Alors H1, notre point C, c'est plus ou moins la Kijun. Ça ne nous donne pas plus d'informations. Donc si on enfonce la Kijun, on pourrait aller chercher les 3895. C'est une info qu'on avait déjà en H4. Donc le H1 ne nous donne pas plus d'infos. Le Dow Jones, alors un Dow Jones qui est aux portes de ses records historiques, qui parvient à se hisser au-dessus du retracement externe de Fibonacci à 127,2%. Je vous le rappelle, c'est le retracement externe de la baisse suite à la pandémie. Après notre creux aux alentours des 18 104 points, on en est bien loin de ce fameux creux. De l'eau a coulé sous les ponts depuis. Et d'ailleurs, ça sera le sujet de notre vidéo hebdomadaire publié cet après-midi. On va aborder une dizaine de graphiques pour faire le point sur cette année qui a été marquée par la pandémie de coronavirus, une année qui a été marquée par un creux considérable, l'un des replis les plus rapides des indices américains, mais également la reprise la plus rapide en termes de temps. Ici, vous voyez, nous avons pris en un an près de 80% depuis les récents creux sur le Dow Jones. Et on va en parler cet après-midi. Et on va donc étayer tout cela par 10 graphiques marquants cette année et 10 graphiques qui compteront dans les mois à venir. Alors ici, concernant le Dow Jones, le tout est de rester au-dessus de ce niveau des 32 680 points. Pour le moment, on est au-dessus des 32 800. Dow Jones en données H4, on est sorti du nuage par le haut et vous voyez, ce sont les signaux que l'on préfère d'un point de vue Ishimoku. Sortie du nuage par le haut, validé pratiquement dans l'immédiat. Et là, on ne perd pas de temps. Belle bougie haussière. On va chercher donc un sommet de court terme. On est allé chercher ici. On est allé aux portes des 33 000 points. Donc c'était beau signal qui a été donné en H4 ici. On a pris quelques 250 points. On marque une pause en direction de notre moyenne de court terme, la Tenkan, je vous le rappelle, qui est la moyenne du point haut et du point bas sur les 9 dernières périodes. Vous avez votre anti-sèche ici, Tenkan 9 périodes, Kijun 26 périodes. Et donc peut-être reprise prochaine, que nous disent les données journalières. Encore plus beau, les données H1, encore plus beau ici le signal. On passe par un twist, signal d'achat. On a attendu légèrement avant d'avoir la validation à ce niveau-là. Et ensuite, on part tranquillement à la hausse en direction d'un palier de Kijun et de SSB. Les deux à la fois, c'était un cluster de résistance. Les 32 916, on le voit, ça comprend notre Kijun en palier et notre SSB. Et d'ailleurs, pour repasser en dessous, il y a eu même un gap baissier. Et c'est un gap de rupture, souvenez-vous. Le Russell 2000, après un beau rebond sur la zone de support, on est en train de temporiser sous les 2200 points. C'est une grosse résistance. Si on s'en affranchit, on pourrait aller chercher les 2236, voire le bas de nuage. Mais ce bas de nuage laisse présager une difficulté pour poursuivre à la hausse. On a une belle projection d'Osoda ici en cours. Souvenez-vous, on l'avait dit, le plus simple, c'est de prendre les retournements de tendance. Pour cela, il faudrait que le creux ait été marqué à ce niveau-là. On pourrait aller chercher concrètement les 2265 points. Si on parvient à se maintenir à ces niveaux, si on parvient à se maintenir au-dessus des 2200 points. Le Bitcoin en données hebdomadaires. Alors là, c'est vraiment juste pour le Bitcoin. Je vais même agrandir le RSI, il le mérite. Vous voyez cette belle divergence baissière, on n'a pas cassé les 70. La dernière fois qu'on l'avait cassé, c'était ici,
il avait eu un net repli, hein, on était allé marquer un point bas avant de repartir à la hausse. Alors on se maintient, hein, ça a été vraiment, ça a été très juste, on n'a pas clôturé sous les 70 et donc ça reste mitigé pour le bitcoin. On atteste ces données journalières, le bitcoin qui reste scotché au-dessus de sa Tenkan, une Kijun qui vient en renfort à ce niveau-là. On a donc, même ici donc un nouveau palier de Kijun aux alentours des 53 900 $, un peu plus bas même, 53 700 il me semble, 53 750 environ. Et donc prudence, hein, en cas de cassure de ce niveau-là, on pourrait aller chercher les précédents creux. Mais on aura plus d'infos en données H4. Concernant le Bitcoin, peut-être prochaine sortie du nuage par le haut. On a une Chikuspan qui tente de se désengager ici de la Kijun. Dans ce cas-là, elle aurait le champ libre jusqu'à ce fameux niveau des 57 300 $. C'est un très gros niveau, hein, ce niveau-là. Si on revient ici, si on le casse notamment, on pourrait s'attendre à une belle reprise haussière. Alors, ici, souvenez-vous, concernant en termes de projection d'Osoda, on avait atteint notre objectif à ce niveau-là. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est qu'on a peut-être une prochaine. Et si on parvient à clôturer de l'autre côté du nuage, on aurait une projection qui nous donnerait un objectif aux alentours des 58 120 $, peut-être un peu plus haut, 58 260 $. Et c'est même notre précédent point C d'ailleurs, très précisément. Notre point C était ici. Le point C de la vague baissière, hein, car on avait eu une vague baissière à ce niveau-là, avec un point A. Alors je prends le temps de mettre les points cette fois-ci, hein, mais habituellement je pense que c'est OK pour tout le monde. Ce sont des points A, B, C, D. Et là, donc nous avions A, B, C, on a marqué notre D ici, et on repart à la hausse. Et là, ça devient mon point A. A, B, C, et le point D coïnciderait avec C. Alors, à voir, il faudrait qu'on parvienne à clôturer en H4 au-dessus du nuage, et donc la Chikuspan aurait le champ libre, ça nous permettrait d'aller chercher les 57 300 $, et d'ailleurs le nuage est très faible ici, ça serait beaucoup plus simple pour la Chikuspan de passer par un twist. Voilà pour le Bitcoin. L'Ether également qui est en train de tenter une sortie du nuage par le haut, hein, même topo, s'il parvient à clôturer au-dessus, la Chikuspan qui s'attaque à la Kijun aurait le champ libre et donc on pourrait clairement progresser. On passe à présent sur les matières premières, on va débuter par le gold en données hebdomadaires. Un gold qui a clôturé la semaine dernière dans le rouge et qui entame cette semaine dans le rouge. 1726, hein, c'est le support. Si on venait de la casser, ça pourrait venir. Le gold est ennuyeux. Il a été la semaine dernière. Il semble commencer à la baisse, mais tout doucement. Et donc, le prochain support, ce serait 1690 $ l'once. Alors, en données intraday, hein, on le voit, il n'y a pas eu grand-chose, hein, la semaine dernière. Espérons que cette semaine sera un peu plus mouvementée. Alors là, on pourrait sortir du nuage par le bas, mais le problème, c'est quoi? C'est notre Chikuspan. On va la mettre en gras immédiatement. Elle s'attaque à peine à un obstacle, donc on peut même s'attendre à un retour en direction de la Kijun pour continuer ici à marquer une pause, à consolider. Le silver, on est toujours sur un plus bas, sur un creux qui tient bon, hein, qui maintient les cours. Le silver qui ne parvient pas à rebondir. Le pétrole, en données hebdo, on tient cette oblique baissière. En données, alors très rapidement en données journalières, hein, tout de même. En données journalières, très intéressant comme un nuage tient les cours. On le voit ici, hein, avec ces chandeliers japonais, que le pétrole est tiraillé. Tiraillé par des points fondamentaux. Tout d'abord, sur le moyen long terme, la progression de la pandémie, notamment en Europe, donc risque, difficulté de reprise de la demande. Et à très court terme, le blocage du canal de Suez, pardon, qui pèse sur l'offre à très court terme. Et donc ici, en données intraday, données H4, et on le voit cette hésitation, le pétrole tiraillé. En données H4, on a une tentative